Avant de commencer l'épisode, je voulais vous remercier d'être toujours plus nombreux à prendre une pause avec nous chaque semaine, que ce soit sur les plateformes d'écoute ou sur YouTube. Et surtout, n'hésitez pas à prendre quelques secondes pour vous abonner à la chaîne, liker l'épisode, laisser un commentaire. Ça nous aide vraiment à continuer à vous proposer des pauses exceptionnelles avec des personnalités exceptionnelles tous les vendredis. Merci encore et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, ils se dévoilent le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je reçois un économiste, un conseiller présidentiel, un homme politique, un écrivain, un chef d'entreprise, un penseur et même un chef d'orchestre. Et tout ça en un seul et même invité. Guidé par une quête constante de sens, une réflexion profonde sur l'avenir et un engagement indéfectible pour l'humanité. Il a joué un rôle central dans des décisions majeures, conseillé des chefs d'État et contribué à des projets d'envergure mondiale, comme par exemple la création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, ou encore, ça je l'aime particulièrement, Action contre la faim. Sa vision du leadership, du monde, ses défis et ses succès, le temps d'une pause, l'homme aux mille et une vies, revient avec nous et nous ouvre les coulisses de quelques-unes d'entre elles. Je ne suis pas un homme politique. Bon, déjà, on a une première discussion. Tu me dis, t'es pas, voilà. De tout ça, est-ce que tout est bon à peu près ? Donc, bonjour Jacques Attali. Bonjour. Comment tu vas ? Le mieux possible. Le mieux Autant possible. que je sache. Dans tout ce que j'ai pu dire là, est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères ? Je ne suis pas un homme politique. Je ne l'ai jamais été. J'ai toujours tout fait pour ne pas l'être. T'aurais pu l'être. Oui, si j'avais voulu, j'aurais pu être candidat à une élection. On me l'a proposé. Laquelle ? Présidentielle ? Non, d'abord législative. J'aurais pu être ministre, puisque François Mitterrand me l'a demandé. Mais j'ai pas voulu. J'ai pas voulu parce que, d'abord, je suis pas sûr si j'avais été élu. Je suis pas sûr que j'aurais été un bon ministre si je l'avais accepté. Et ensuite parce que j'ai la prétention de penser que l'avenir d'un écrivain, c'est d'être écrivain, et que l'avenir d'un ministre, c'est d'être ancien ministre. Au moins, c'est clair. Et pourtant, si on parle des ministres, souvent les anciens ministres, en fait, veulent redevenir ministres. En fait, c'est une sorte de drogue absolue. Oui, mais comme beaucoup de gens, le pouvoir est une drogue, le pouvoir politique est une drogue. Même si ministre, c'est vraiment un métier nécessaire en démocratie, fondamental, mais qui est un personnage de rodéo, qui est là de passage et qui n'a pas beaucoup d'influence. Et de moins en moins, d'ailleurs. De moins en moins. Donc, toi, tu penses que c'est cette 5e République qu'il faudrait faire évoluer dans une 6e République ? Tu penses que c'est ce modèle présidentiel absolu que tu connais tellement bien ? Non, je pense au contraire que la 5e République a été abîmée par le mandat à 5 ans, par la simultanéité avec l'élection parlementaire, par la fin du cumul des mandats. Et de toute façon, la République a perdu beaucoup de sa puissance à partir du moment où on a fait un certain nombre d'évolutions dont certaines étaient tout à fait nécessaires. La construction européenne qui vide le pouvoir présidentiel et le pouvoir politique français d'un grand nombre de pouvoirs, la décentralisation qui le prive aussi, les privatisations qui privent l'État d'un grand nombre de pouvoirs, les marchés mondiaux, la globalisation qui prive l'État d'un grand nombre de pouvoirs, et enfin la création d'un nombre considérable d'autorités indépendantes qui agissent indépendamment de l'État. Donc le président de la République a beaucoup moins de pouvoir qu'avant. Alors, Jacques, dans cette émission, on a des pauses amicales, des gens qui t'aiment beaucoup, qui nous disent « Tiens, j'aimerais bien poser une question à Jacques ». Et là, c'est encore mieux que ça, parce que c'est une pause familiale. On écoute Jérémy. Crois-tu qu'on puisse être un homme bien, éthique, avec des vraies valeurs personnelles, et les tenir toute sa vie, alors qu'on n'a pas d'enfant ? Est-ce que l'exemplarité n'est pas quelque chose qu'on comprend vraiment lorsqu'on a des enfants ou au moins des jeunes à qui montrer l'exemple ? Je suis touché de voir que mon fils s'est prêté à l'exercice. Merci beaucoup Jérémy, c'est absolument délicieux. Je ne crois pas que ça soit indispensable. Donc c'est vrai que Jérémy, lui, a des enfants et que ça a sans doute été un élément essentiel de sa maturité. Il a beaucoup changé, il est devenu encore meilleur qu'il était, mais il a toujours été formidable. Mais s'occuper des générations futures, ne pas être égoïste, être altruiste, c'est fondamental. Donc je dirais, ce qui est important, c'est d'être altruiste. Et c'est vrai qu'on est souvent altruiste, particulièrement quand on a des enfants.
Mais c'est une condition suffisante, mais non nécessaire. C'est nécessaire. Mais là, je reviens à ton parcours. Après ces études, je te retrouve en 1973. Là, je te retrouve proche, même au Parti Socialiste. Et rapidement, tu vas aussi construire ton réseau là-bas, être directeur de cabinet. D'ailleurs, au départ, c'est pas Jacques Attali que je retrouve. En fait, c'est que tu as un nom de scène, c'est ça ? J'ai toujours eu plusieurs vies. C'est-à-dire que j'ai commencé par être prof à Polytechnique dès 1968. Alors que j'étais encore étudiant, je n'avais même pas fait l'ENAC, j'étais déjà prof à l'IX. Ensuite, je suis rentré... Prof de quoi à l'époque ? Prof d'économie mathématique. Okay. Ensuite, je suis resté plus de 20 ans professeur. Ensuite, je suis rentré au Conseil d'État, ce que je voulais. J'ai commencé à écrire des articles, souvent sous le même pseudonyme, Simon Terre, pseudonyme que m'avait trouvé un... Qui l'a trouvé d'ailleurs ? C'est un garçon merveilleux qui s'appelle Alain Vernet, qui était le rédacteur en chef du Figaro économique, qui était par ailleurs le beau-frère de Simone Veil. Enfin, le mari de la sœur de Simone Veil, un homme merveilleux, qui m'avait trouvé ce pseudonyme. J'ai écrit des livres sous ce pseudonyme, puis ensuite j'ai écrit mes propres livres, et j'ai gardé ce pseudonyme, et simultanément, j'avais un modèle dans la vie, même si j'étais d'accord en rien avec lui, puis ensuite c'est devenu un grand ami, c'était Henry Kissinger, avec qui j'étais très proche jusqu'à la fin, mais tout en pensant assez différemment de lui. Mais je voulais être cet universitaire proche de politique. Donc j'ai toqué à la porte de François Mitterrand. Plutôt que le Parti communiste à l'époque ? Non, Ton papa ? Non, c'était pas possible. Mon père était communiste sans être plus du tout au parti, comme beaucoup de gens. Mais il trouvait que François Mitterrand était quand même trop à droite. Il a toujours pensé que... Il était comme une ligne directrice. Donc j'ai voulu voir François Mitterrand, que j'ai vu très jeune. C'est où la première fois que tu le vois ? Dans une boîte de nuit. Ou un restaurant, boîte de nuit. J'étais avec une amie, lui aussi. Et j'ai eu il venait d'être battu aux élections. J'avais 22 ans. J'étais 23 tu prends ton courage, tu vas lui parler ? Je lui dis, monsieur, j'aimerais vous rencontrer. Il me prend un air naturellement hautain, c'est ce gamin qui vient le déranger. Je lui dis quelques petites choses sur ce que je venais de faire. Je venais de sortir de l'X. Il me dit, venez me voir. Et quand je suis arrivé chez lui, il m'a montré une carte de France et il m'a dit, choisissez une circonscription. Première chose qu'il te dit, c'est ça ? J'ai besoin de jeunes comme vous, prenez une circonscription. Je dis, monsieur, c'est pas ce que je veux, j'ai envie d'être universitaire, d'être votre conseiller, d'écrire. Non, j'ai besoin de personne. Bon, on a rompu. Et donc j'ai continué. Vous avez rompu sans recommencer, en fait. Voilà. Et j'ai continué ensuite j'ai eu la chance de rencontrer par hasard, comme répétiteur pour passer le concours, le grand oral de l'ENA, un jeune répétiteur qui était un jeune élève de l'ENA, mal sorti d'ailleurs de l'école, mais qui était un très bon pédagogue, qui s'appelait Jean-Pierre Chevènement. Et Jean-Pierre m'a dit, viens m'aider au PS, tout ça. Je dis, pourquoi pas. J'étais déjà très lié de Michel Rocard, que j'avais été voir aussi pour voir un petit peu tout. Et j'ai aidé Jean-Pierre, et puis le hasard a voulu, un hasard qui n'a absolument, vraiment un hasard qui n'a d'ailleurs pas eu de conséquences, c'est que quand j'ai fait l'ENA, j'ai été affecté pour faire un stage. Et je suis tombé dans le département de François Mitterrand. La Nièvre, c'est ça ? Je l'ai retrouvé là, mais il n'y a pas eu de... C'était pas du tout voulu, en fait. Non, j'avais fait mon stage de l'école des mines à New York. J'étais dans une banque à New York et je suis arrivé après le début des stages pour pouvoir terminer ma scolarité. Donc ils m'ont autorisé seul à arriver, non pas en janvier, mais en mai. Donc je suis rentré à Paris fin avril. Et j'ai dit, j'aimerais bien faire un stage pas trop loin de Paris parce que j'ai mes cours à donner. Mais écoutez, vous êtes le dernier à rentrer, vous aurez ce qu'on va vous donner parce que de toute façon, il y a un seul endroit disponible, c'est Nevers. Bon. Et j'ai commencé mon stage à Nevers le 1er mai 1968. Voilà, ça a été passionnant. C'est intéressant. Et j'ai retrouvé François Mitterrand bien plus tard. Après, en sortant de l'ENA, je suis rentré au Conseil d'État. Et mon voisin au Conseil d'État était Georges Dayan, qui était le meilleur ami de François Mitterrand, qui a souhaité qu'on se rencontre. Voilà. Donc là, quelques temps après, vous vous revoyez ? On se revoit. Il m'a dit, j'ai 10 minutes, on est resté 2 heures, on était très, très liés. Très vite, ça a bien marché. Puis je ne l'ai pas revu. Il me redonne rendez-vous en mois d'avril 74. Il m'appelle un matin en me disant, écoutez, notre rendez-vous doit être reporté parce que Georges Pompidou vient de mourir. Venez me voir demain. Et j'arrive le lendemain, il est dans une salle de réunion, j'ai déjà raconté ça. Il est dans une salle de réunion avec tous les dirigeants socialistes que je ne connaissais pas. Son assistante me fait signe d'entrer, j'entre et j'entends qu'il annonce « Je serai candidat à l'élection présidentielle », on parle de 74,
je serai candidat indépendamment des partis. Le responsable de la communication sera Claude Pédriel, qui était le patron du Nouvel Obs. Le responsable des finances sera André Rousselet, qui était un de ses amis très proches. Et le directeur de ma campagne sera Jacques Attali. Il ne m'avait pas demandé mon avis, j'avais 30 ans. Et ça m'est tombé du ciel, parce que... Tu l'avais pas vu venir, ça ? Pas vu venir du tout. Et Gaston Deferdy Attali, c'est qui ? En réalité, il voulait surtout se détacher des partis. Donc j'ai fait ça. C'était c'est le début d'une aventure qui va durer des années. Des années, parce donc j'ai fait cette campagne. Perdu donc, pour ceux qui s'en souviennent pas. Perdu à très peu. Heureusement perdu d'ailleurs. C'est de la chance de l'avoir perdu. C'est le destin, moi je dis. On n'était pas prêts. Ouais. Pas prêts du tout. Donc ensuite, je suis resté, fait beaucoup de choses. J'ai continué à écrire des livres. J'ai écrit plein de livres. J'ai écrit mon livre sur la musique, qui est un des livres auxquels je suis le plus attaché. À ce moment-là, j'ai écrit à peu près un livre par an. J'ai continué à enseigner, j'ai continué à être juge magistrat au Conseil d'État. J'étais aussi consultant pour les Nations Unies, puisque j'ai dirigé des missions. J'ai fait 7 missions en Iran et en Afghanistan à cette époque. Et puis voilà, puis après ça a continué, puis on a fini par gagner. Voilà, là on est en 1981, évidemment. Une révolution, en tout cas elle est sentie comme ça des deux côtés. Cette France qui voit le Parti socialiste revenir après des années de droite, plus ou moins modérée. Là, tu prends parti dans ces années-là, et c'est là où je te retrouve faire beaucoup de choses, dont Sherpa. Et moi j'apprends ces années-là ce que était le mot Sherpa. Moi je connaissais le Sherpa qui aidait la montée. J'étais son conseiller spécial. Et en même temps, il m'avait autorisé, parce que c'est la condition que j'avais mise, de continuer à écrire, donc j'ai continué à publier des livres. Et j'ai cumulé la fonction de conseiller spécial avec la fonction de Sherpa. La fonction de Sherpa, c'est le diplomate chef. Normalement, c'est un diplomate qui assure la préparation des sommets en allant voir à l'avance les autres. Donc, moi, j'étais à la fois le conseiller spécial, j'assistais au Conseil des ministres, Conseil des défenses, j'étais avec lui tout le temps. J'avais mon bureau à côté du sien. Et le Sherpa, donc je faisais... Les sommets des G7... Je faisais 5 réunions, c'était passionnant d'ailleurs, je faisais 5 réunions préparatoires par an, dans le pays hôte, qui tournait tous les ans, avec des homologues qui étaient souvent des gens de très haut niveau. Et donc je conseille évidemment aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui, d'acheter ce livre qu'on trouve encore, Verbatim, Verbatim. Il existe en poche, en 3 tomes. Il existe en 3 tomes, donc c'est le 3 tomes, ça c'est le 2e tome, qui raconte justement... Non, ça c'est le premier. C'est Verbatim, 2e partie. Ah oui, 2e partie, donc c'est le 2e tome. Mais tu peux me reprendre si tu veux. Non, parce que je vois Verbatim 1. Oui, je sais, voilà, mais il est en poche, donc voilà, je le conseille vraiment à les gens qui nous écoutent, parce que c'est toute une histoire. C'est passionnant, et moi je me souviens de l'avoir lu il y a quelques années de ça. J'ai évidemment adoré la lecture de ce qui se passe de l'autre côté. On parle de politique, tu n'as jamais été élu, tu as été conseiller très souvent, et on va en reparler dans quelques instants. Il y a un moment ou un autre où tu t'es dit, il faut que je le fasse. Et à un moment, tu t'es dit, il faut que moi je le fasse. Non. Jamais. Non, mais d'abord, bien avant ça, j'avais fait d'autres choses. J'avais dirigé une mission de réforme en Iran et en Afghanistan. J'avais toujours une volonté internationale. Je ne voulais pas me lier à quelque chose de limité. J'avais créé, c'était mon initiative, puis ensuite j'avais rassemblé des gens autour de moi, Action contre la faim. Donc j'avais déjà une ambition beaucoup plus large que... Tu pensais que ça allait te contraindre d'être politique ? Même président ? Non, mais président, c'est hors de portée pour quelqu'un comme moi, pour des tas de raisons. Non. Pourquoi ça aurait été hors de portée ? Non, c'est... D'autres que tu as poussé, conseillé, ils sont arrivés. Oui. Donc, oui, mais je pense que... C'est de la fausse modestie hors de portée ? Non, il faut des qualités que j'ai pas. Il faut des qualités de fermeture à la critique, Impact sur la famille aussi ? Impact sur la famille, c'est pas ça qui m'aurait gêné, mais c'est surtout la capacité à résister aux critiques les plus désagréables et les plus injustes, quoi. Il faut aussi J'avais un ami très cher, René Kleinman, qui était un très grand producteur de cinéma, qui m'a dit un jour, tu peux faire tout ce que tu veux, mais la seule chose que tu ne pourras pas faire, c'est un film, parce qu'il faut faire que ça pendant 6 mois. Et c'est vrai que je ne sais pas faire une seule chose à la fois. On l'a vu. Il y a un moment aussi, moi,
quand j'entendais parler des gens, on disait oui, c'est Jacques Attali, c'est le faiseur de président. Donc, tu as eu ça avant parce qu'il y a eu quand même des relations fortes avec François Hollande, parce qu'à un moment, c'était un de tes conseillers, un de tes assistants. C'est toi qui as choisi, les gens ne se souviennent certainement pas de ça, mais c'est toi qui as choisi Emmanuel Macron comme un rapporteur de quelque chose que tu devais faire justement à ce moment-là. Nicolas Sarkozy aussi, il y avait des relations qui étaient réelles. Donc, plusieurs questions. C'est pas vraiment le fait que tu sois, ça c'est su, que tu as toujours été proche et tu as eu des idées. Mais comment toi, justement, tu as vu qu'ils avaient quelque chose de différent des autres, qui pouvaient assumer cette fonction-là, ou s'ils l'ont bien assumé d'ailleurs, c'est pas la question, mais comment tu l'as vu ça, toi ? Je ne sais pas. Le hasard m'a mis sur la route. Je pense qu'ils auraient tous réussi sans moi. Laurent Fabius a été mon assistant. Laurent Fabius a été ton assistant. Nicolas Sarkozy n'a pas été mon assistant du tout, mais... Je l'aurais su, je pense, là. Mais c'est quand même amusant. Un jour, je retrouve à mon bureau à l'Élysée, en rentrant de voyage, un message reçu par mon assistante, jeune avocat gaulliste, souhaite devenir président de la République, a beaucoup d'admiration pour vous, souhaite vous rencontrer. C'est ça le message ? C'est ça le message. J'adore. Et donc, j'ai demandé à ce jeune homme, qui n'était même pas encore maire de Neuilly, Nicolas Sarkozy, de venir voir. Je lui ai fait visiter l'Élysée, on est devenus très copains, même si j'ai jamais voté pour lui, on est restés très amis. Comment le hasard, c'est du hasard. Quand, en 80, je suis directeur de cabinet de François Mitterrand, il n'a aucune chance de devenir président de la République. On est en octobre 80, il n'a aucune chance. Giscard est à 55% dans les sondages, et à gauche, tout le monde pense que ce sera Michel Rocard, le candidat. Donc, j'ai personne pour m'aider à quoi que ce soit. Et je reçois la visite de deux jeunes gens, un jeune couple, qui vient me voir en disant on a envie de travailler pour vous, pour François Mitterrand. Alors, je fais semblant, je dis écoutez, j'ai trop de monde, je sais pas si je vais pouvoir vous prendre, mais je les prends tout de suite. Donc là, on parle de Ségolène et François. François Hollande et Ségolène Royal. Voilà, donc je les prends avec moi, et quand François Mitterrand a été candidat, ce que j'étais sûr qu'il serait, et quand il a été élu, ce que moi je n'étais pas sûr, je les ai emmenés à l'Élysée avec moi tous les deux. Et ce sont restés des amis très proches. Évidemment, François a eu la carrière qu'il aurait eue indépendamment de ça, parce qu'il était déjà très impliqué. Quant à Emmanuel, c'est un autre hasard. Comme Nicolas m'a demandé de présider la commission de réforme, j'ai exigé de choisir les rapporteurs et j'ai fait un concours de beauté au Conseil d'État à l'inspection, et il était de loin le meilleur. De loin les mêmes, mais on est d'accord que tu as eu un impact. Oui. S'il n'avait pas prêté rapporteur, on commence il aurait peut-être été très bon, peut-être qu'il l'aurait été plus tard, mais c'est le destin du monde. Plus tard. De même, quand pendant sa campagne, Emmanuel me dit qu'il n'a pas de Premier ministre, il me demande mon avis, je lui dis vous devriez, parce qu'il m'a toujours vouvoyé, il a été mon collaborateur, donc on se vouvoie encore, c'est un peu bizarre. Je lui dis vous devriez rencontrer Édouard Philippe, qu'il ne connaissait pas. Et donc, j'ai organisé la rencontre. Toi, tu avais appris à connaître à travers tes événements que tu avais fait dans sa ville, dans sa belle ville du Havre. Voilà, c'est le hasard des billets, des rencontres. C'est faiseur de président et de Premier ministre. Oui. Est-ce que, justement, il y a une personnalité que tu as toujours remarqué, que tu aurais aimé qu'il soit de gauche ? C'est une bonne question à laquelle j'ai jamais pensé. Faut que je réfléchisse un peu. Qui Sarko, s'il avait été de gauche, ça aurait été formidable, parce qu'il a une énergie incroyable. Il aurait pu, il aurait pu. Il aurait pu être de gauche. Justement, le trait de caractère, toi qui les as si bien côtoyés, est-ce qu'il y a on parlait tout à l'heure de leur travail, est-ce que le fait qu'il y a quelque chose qui est similaire dans tout cela, justement, quelque chose, tu dis, il y a un trait commun à tous ces hommes d'État ? Oui, il y a un trait commun qu'on retrouve chez d'autres, en sens où c'est une condition nécessaire qui n'est pas suffisante, à l'inverse de tout à l'heure où il y avait une condition suffisante qui n'était pas nécessaire. Il y a une condition nécessaire qui n'est pas suffisante, c'est l'ambition. Et je connais des gens ambitieux qui sont des pourritures. Ça se voit d'ailleurs, c'est des petites frappes ou des aventuriers. Donc si on n'a que de l'ambition, condition nécessaire, mais qu'on n'a pas une vraie ambition, une âme, une éthique, ça c'est très dangereux. Et on en voit beaucoup en politique. Et toi, quand tu vois, moi c'est ce que je vois en tout cas, je me remarque rapidement que des gens qui avaient peut-être une ambition positive pour les autres, au bout de quelques temps,
souvent ça peut être rapide, on les trouve hors sol, on les trouve déconnectés, on les trouve plutôt auto-centrés. Est-ce que toi, tu l'as vu à chaque fois, ça? Tu l'as vu qu'il y a un moment ou un autre où il y a trop de gens qui les applaudissent autour d'eux et qu'ils se déconnectent de la vraie raison pour laquelle ils font ça. Tu l'as vu assez souvent ou tu penses que c'est pas obligatoire? Oui, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. C'est pas les bons qui font ça. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui... Mais ça veut dire que dès le départ, ils avaient quelque chose de pourri dans leur royaume intérieur. Ouais, c'est ça. C'est même si ça a été caché, Oui. qu'il y avait un moment... La réalité, c'était ça. Elle était celle-là. Il y a des gens que la célébrité tue. Je me suis souvent dit que la célébrité est une malédiction. Non, c'est pas une phrase de moi, c'est un de mes amis qui m'avait dit ça. Dont le métier était de faire des relations publiques. C'était pas mal. Et donc, il y a un président idéal pour toi? Idéal. Il y a eu un président où il y aurait un président idéal quand tu vois là. En France, pour moi, celui qui écrase tous les autres, c'est François Mitterrand. Par sa culture, j'aurais voulu dire le général de Gaulle, mais général de Gaulle, d'abord, je ne l'ai pas connu, sinon de très loin. Il a été un immense personnage, un homme d'État exceptionnel. Mais, mis à part le général de Gaulle, François Mitterrand écrase tous les autres. Dis-moi justement, tout à l'heure, on parlait de ce problème des 5 ans. Maintenant, est-ce que ce serait quoi, toi, l'idéal? Ce serait... moi, je pense que c'est 6 ans non renouvelables, c'est ce que j'imagine, ce que j'aurais aimé. Est-ce que toi, tu penses que justement le 7 ans de l'époque, le 5 ans de l'époque, renouvelable, non renouvelable, est-ce que toi qui vois ça de si près depuis des années, t'aurais un modèle parfait? Encore une fois, la fonction présidentielle a beaucoup moins d'importance qu'avant. Même si la France a remplacé son roi par un président et donc y attache l'importance. Et je dirais, pour moi, la fonction la plus importante, c'est la présidence de l'Europe. L'idéal, c'est d'avoir un président de l'Europe puissant. Or, aujourd'hui, le président de l'Europe n'est pas puissant, d'abord parce qu'il est divisé en deux, président du Conseil et président de la Commission. Mais c'est ça qu'il faudra avoir, c'est un président de l'Europe puissant. Ça va commencer à bouger un peu parce qu'il y a un commissaire à la défense, mais c'est ça. En France, pour moi, c'est 7 ans renouvelables une fois. 7 ans renouvelables une fois. Oui, parce que si c'est 6 ans non renouvelables, il est mort au bout de 4 ans. Parce qu'on fait plus attention à ce qu'il dit, c'est ça que tu dis. Donc on revient, ça ne m'étonne pas, c'est ce que tu as vécu avec François Mitterrand. Oui, c'est ça. On revient. Lui, il était, pour le hasard de la vie, il est resté en forme jusque presque à la fin, malgré la maladie qui est arrivée, partie, etc. Mais c'était une situation idéale, dans laquelle il y avait du temps pour penser. Par exemple, la pyramide du Louvre. Oui. Auquel il pense avant même d'arriver à l'Élysée. Et s'il n'avait pas été réélu, elle n'aurait pas été faite. Parce que tout se liguait contre lui. L'opposition, la majorité, les ministres des Finances de gauche et de droite, l'administration, l'argent qui manquait. S'il n'avait pas été réélu, la pyramide n'aurait pas eu lieu. On va faire une pause vérité. Toi qui connais tellement bien ce monde de la politique, quelques questions. Sur ce qu'on pourrait percevoir de la politique, tu me dis ce que toi t'en vois. Il faut avoir beaucoup d'ego pour se lancer en politique. Oui, je crois que oui. Il faut être déconnecté des réalités? Non. Ou est-ce que ça te devait devenir déconnecté? Ça dépend. Il faut avoir beaucoup d'ego et beaucoup d'humilité à la fois. Il faut avoir beaucoup d'ego pour penser comme nous, comme dans tout. Quand on est écrivain, il faut aussi beaucoup d'ego, parce qu'il faut se dire que qu'est-ce que c'est un écrivain? C'est quelqu'un qui pense que les autres n'auront rien de mieux à faire que vous passer du temps à vous lire. C'est quand même un ego incroyable. C'est vrai pour toute activité de création, même pour ton podcast. Ça fait penser que les gens vont préférer passer du temps avec toi et moi que faire autre chose. Bon, c'est quand même J'espère. Moi, je resterai en tout cas à t'écouter. Mais c'est un ego. C'est un ego. Est-ce que la France est prête à élire une femme présidente? Ah oui, bien sûr. Il se trouve que ça ne s'est pas trouvé encore, mais et ça viendra assez vite. J'espère pas trop vite pour des raisons qu'on peut imaginer, mais... Explique-moi, j'ai pas compris. Il y a une femme qui est potentielle candidate et à laquelle j'ai pas trop envie de laisser les rênes. Elle n'est pas sûre de pouvoir être candidate. Mais donc tu penses que c'est faisable? Tu penses qu'il n'y a pas? Non. On l'a vu aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un vrai problème où il y a il n'y a pas eu un vrai problème. Il y a eu 2 candidates qui n'étaient pas... Je parle pas de... en tout cas, tu penses que c'est faisable? Oui, le choix de candidat était un désastre, parce que elle n'était pas candidate, elle est arrivée au dernier moment comme remplaçante, elle n'a pas été désignée, c'était pas catastrophique. Est-ce que tu penses qu'on est obligé au bout d'un moment de se compromettre
quand on est femme ou homme politique ? Dans tout ce qu'on fait dans la vie, on est obligé de faire des compromis. Compromis, est-ce que c'est des compromis ? C'est la phrase que j'ai eue avec quelqu'un que tu aimes beaucoup, Emmanuel Faber. Est-ce que c'est une compromission ? Est-ce que c'est plus que ça ? Tu vois, je veux dire, à quel moment je mets cette limite-là ou je la mets pas ? Un industriel qui vend des produits qui tuent les autres, est-ce qu'il se compromet ? Ça paraît une évidence. Bon, j'ai répondu. Donc ça veut dire que la compromission... Elle est partout, ça que tu dis ? Elle est partout. Donc c'est pour ça que tu peux penser faire autre chose ou faire différemment. Tous les industriels, tu nous rassures, ne tuent pas les autres. Ceux qui vendent des produits de l'économie de la mort, je distingue l'économie de la vie et l'économie de la mort. L'économie de la mort, c'est tout ce qui contient des produits fossiles et tout ce qui contient des drogues diverses, dont les sucres artificiels. Je suis clair ? Je pense que tu es très clair. En tout cas, je pense que les gens ont compris le message. Le monde de la finance a plus de pouvoir que le monde politique. Il y a tous les pouvoirs. Le pouvoir politique a de moins en moins de pouvoir dans beaucoup de pays, en France en particulier, beaucoup moins. En plus, je l'ai dit, il est extraordinairement réparti. Le président de la République, il n'a presque plus aucun pouvoir, sauf quelques bribes, quelques nominations, et encore très contrôlé de mille et une façons. Heureusement, d'ailleurs. C'est heureux. Mais la finance, tout financier est un Fabrice dans Waterloo. C'est-à-dire, mis à part quelques hommes très puissants, très riches, tout seuls, qui peut agir sans contrôle. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont vraiment puissants. Mais c'est vrai que tu dis là, tu l'as dit plusieurs fois, moi j'ai une vision un peu différente. Je pense que l'État est encore terriblement puissant, et je pense qu'on l'a vu dans certaines lois, et je sais que toi tu as travaillé sur un certain nombre de lois, peuvent vraiment faire changer notre monde. Hein. Bien sûr. Je suis très fier de toutes les lois qu'on a fait en 81. Bien sûr, à l'époque c'était le puissant. Aujourd'hui, ça reste encore sur l'environnement, sur... On peut faire des choses, mais tu dis que sur la fiscalité. L'Europe devient essentielle parce que... C'est à ce niveau-là que se situent les enjeux. Toi, tu restes une personne qui croit à l'Europe. Tu penses que ça reste un très bon... Quand on regarde le monde de 8 milliards d'habitants, bientôt 9,5, pas plus, mais 9,5, quand on voit la puissance américaine qui va rester la superpuissance relative, quand on voit la puissance chinoise déclinante, mais malgré tout extrêmement puissante, quand on voit la dictature russe, un territoire immense, quand on voit monter le Nigeria avec bientôt 400 millions d'habitants, plus que les États-Unis, quand on voit la superpuissance de demain qui est l'Inde avec 1,7 milliard d'habitants et une puissance énorme, on ne me fera pas croire que le modèle suisse d'un petit pays suffit. C'est pas vrai. La Suisse est une exception. Où l'Europe réussira à être une nation cohérente en maintenant les spécificités de chacune de nos nations, où on sera un terrain de chasse pour les autres, c'est tout. Pour bien connaître Mohamed Younous, qui est ce prix Nobel dont tu parlais tout à l'heure, Mohamed me disait quelque chose d'intéressant. Quand je dis, c'est quoi ta mission de vie, Mohamed ? Il me disait, c'est d'arriver à avoir une pauvreté à zéro. Donc l'objectif pour lui, c'était qu'il n'y ait plus de pauvreté. Et je lui disais, mais Mohamed, c'est impossible. Il me dit, oui, c'est impossible, mais ça n'empêche pas que c'est mon objectif. Toi, qui est utile, qui a décidé d'être utile aux autres, c'est quoi cet objectif que tu te donnes ? De faire en sorte que l'humanité survive encore 1000 ans pour trouver la réponse à la question « Pourquoi sommes-nous là ?» Mais il n'y a qu'une seule personne qui connaît cette réponse. Personne ne la connaît aujourd'hui. Hey. On la connaîtra peut-être dans 1000 ans. Ou jamais. Ou jamais. Toi, c'est un sujet, métaphysique. Tu es quelqu'un qui croit, qui croit à quelque chose qui nous dépasse. Oui, je crois qu'il y a quelque chose. Je crois qu'il est impossible que les mathématiques rendent compte aussi bien de la nature de l'univers sans que quelque chose soit derrière cette extraordinaire congruence entre l'esprit humain et la matière. Merci beaucoup, Jacques Attali. Merci d'être venu. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.